plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Le numéro 1 mondial, l'espagnol, Rafael Nadal. Je vais pas tout dire, hein. Évidemment, je vais laisser des choses de côté que je peux pas dire, mais je lui dis en partie que je sais qu'il est capable de faire des grandes choses en ce moment, même si lui, quand je lui dis ça, je suis pas sûr qu'il s'en aperçoive, mais je le crois vraiment. Et je lui dis aussi que par contre, s'il a cette mentalité-là, et c'est là où je rentrerai pas dans le détail, que s'il a cette mentalité-là, il peut se ramasser sévère, quoi. Quand je dis ça, je le crois vraiment, et quand il gagne Bercy et le Master, évidemment, je suis comment dire, je peux pas m'attendre que 2 semaines après ou 3 semaines après, on soit à la maison avec ces 2 titres, mais je suis pas surpris de ça. C'est connaissant Daniil et connaissant le fonctionnement de Daniil et le potentiel qu'il a, en regardant en arrière, je me dis que j'ai visé juste. Et que tout le travail qu'on a fait, je veux dire, ça paye, et que oui, effectivement, cette discussion, elle a visé à l'endroit où il fallait, mais je le répète, ça n'aurait pas été possible s'il n'y a pas un écho au travail qu'il fait en amont, qui est beaucoup plus profond et auquel il réagit, quoi. Voilà. Salut, c'est Max, bienvenue pour ce 22e épisode du podcast Tennis Légende. Pour cette deuxième partie, Gilles Servara nous explique comment se passe l'intimité d'un joueur et de son coach sur le circuit. Il revient ensuite pour nous sur leur première finale en Grand Chelem, à l'US Open 2019. Héroïque contre Rafa en remontant 2-7-0, une bataille de près de 5 heures. Gilles nous fait vivre leur épopée comme si on y était match après match, c'est juste un régal. On a parlé préparation mentale aussi, puisque Gilles est allé chercher une coach dédiée pour Daniil, avec qui il travaille depuis 2017. Notre invité nous livre les axes d'amélioration du jeu de Medvedev et de la manière dont lui-même continue de se former. J'ai essayé de savoir si la cote d'entraîneur de Gilles avait explosé grâce au prestigieux CV qu'il s'est construit auprès de Daniil, et me suis aussi renseigné savoir si les Russes sont aussi froids et distants que l'époque du démonstratif capitaine de Coupe Davis Shamil Tarpichev pouvait le laisser présager, sous l'ère des Kafelnikov, Safin et autres bourreaux de l'équipe de France, Mikhail Yuzny. L'interview a eu lieu lors du premier confinement, donc Gilles n'avait pas encore vécu cette folle fin d'année avec Daniil, avec lequel il a d'ailleurs confié avoir provoqué une discussion électrochoc avant le premier tour du Russe à Bercy. Au vu de la faible intensité de son poulain à l'entraînement, Gilles savait qu'avec cette énergie, Medvedev serait resté sur la lancée d'une fin de saison en demi-teinte depuis sa demi à l'US contre Thiem. La révolte et l'intelligence de jeu du Tsar ne se sont pas fait attendre, car la suite, on la collait tous. Et quelle réaction de champion! On termine l'interview avec le plus gros échec de la carrière de Gilles et son plus beau succès jusqu'à aujourd'hui. Avant de lancer cette seconde partie, pensez à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1 qui nous aide à grandir et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus si le cœur vous en dit. Et dorénavant, il est possible de recevoir l'épisode directement par mail grâce à notre newsletter. On publie aussi un court épisode chaque jour sur la chaîne YouTube Tennis Légende Podcast. Tous les liens sont juste en dessous, en description de l'épisode. Place à la suite et fin avec Gilles Servara. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Juste en comprenant l'évolution et la construction, jamais de la vie tu l'aurais vu venir qu'il atteigne le 5e rang mondial aujourd'hui. Enfin, tu le sentais pas du tout comme ça. Ça a été vraiment un travail de construction, quoi. Alors, je pense qu'il y a une question d'expérience et d'œil expérimenté. Je pense que à cette époque-là, je l'avais pas, donc je peux pas prédire qu'il a ce potentiel de réussite en lui. Ouais. Chose que plein de personnes pouvaient dire, mais moi je l'avais pas, donc je pouvais pas le dire ou le sentir. Après. Et après voilà, ça je pouvais pas moi je vivais le moment présent, de faire le mieux possible mon boulot par rapport à la mission que j'avais avec Daniil et avec mes compétences que j'avais, que voilà, j'ai continué de développer avec moi-même et avec lui. Yes. Et puis après c'est un processus là quand on parle a posteriori de ça, tout en faisant gaffe, parce que tu vois là on parle du passé, on parle de quelque chose qui l'a amené, qui fait qu'il est 5e mondial.
Maintenant, il y a la suite, tu vois. Ouais. Et ça, c'est encore une autre étape dans notre chemin et dans ton chemin et dans mon chemin aussi. Et ça, c'est aussi c'est une autre paire de manches à gérer. Après, de ce moment-là, enfin de ces moments-là jusqu'à aujourd'hui, je pouvais pas le dire. Après, au fur et à mesure des mois avec Daniil, c'est sûr que même quand il perdait, par exemple, je me disais, ok, il perd, mais putain, ce mec-là, il est tellement capable de choses tellement surprenantes que tout est possible en fait. Et quand tu vois que il perd en 2018, donc on a fait la préparation et moi même si je me suis pas mis de pression avec ça. En me disant putain là j'ai cette responsabilité, j'ai fait mon boulot comme je pensais devoir le faire. C'est quand même moi qui gère tout, donc forcément là je suis responsable de A à Z de toute sa préparation. Donc s'il réussit pas, ça peut être moi le responsable. Et s'il réussit, c'est pas forcément que moi. Mais s'il réussit pas, j'en suis responsable aussi, quoi. Ouais. Et donc là, on part en Australie. Il commence par un challenger et il fait premier tour au challenger. Ok. Donc pas forcément facile, mais encore une fois, moi je l'ai pas regardé ça comme putain merde, c'est un coup d'arrêt ou un truc comme ça. C'est juste ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et donc on avait fait le point et je me souviens et derrière il gagne Sydney en sortant des qualifs. Énorme. Donc c'est là où tu te dis putain le mec il est capable de trucs incroyables. Le premier tour de challenger contre un mec 300 en faisant un match qu'il aurait dû gagner pour moi, mais où qu'il perd parce que il est jeune, il manque de maturité, il n'arrive pas à se contrôler sur certaines choses et que derrière il gagne un ATP. Ouah, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Juste pour faire un petit crochet sur toi, je voulais recommencer par ça tout à l'heure, mais j'ai zappé. Quand vous êtes lancé dans le projet de l'académie avec JR, t'as eu aucun doute? Tu t'es lancé dans le projet corps et âme parce que tu touchais un peu du doigt ta flamme dont tu parlais au départ? Ouais. Alors franchement, je me suis investi corps et âme, c'est le cas de le dire, mais dans tout ce que je fais. Quand ça me passionne, c'est ce que je fais. Après des doutes, si j'en ai eu des millions de doutes. J'ai eu des moments difficiles parce que les joueurs ils te renvoient des trucs parfois qui sont pas évidents à encaisser et ça peut te remettre en cause et te faire douter, etc. Mais je pense que la force que j'ai eue, c'est que je me disais, je pense que j'encaisse bien et que je me disais bah écoute. À moi d'être meilleur, tout simplement, à moi de travailler, à moi d'être meilleur. Ouais. En fait, j'ai jamais rejeté la faute sur quelque chose d'extérieur, mais plutôt toujours me dire à moi d'être plus fort, quoi, tout simplement. Et lorsque Daniil remporte Sydney, mais peut-être même avant, là t'es en train de réaliser ton rêve, vraiment ce qui t'a guidé contre vents et marées. Et enfin, je sais pas comment tu le vis à ce moment-là. En fait, même si je suis en train de vivre mon rêve, comme tu dis, j'ai pas ça en conscience. Tu vois, en fait, je suis dans l'action, je suis dans le présent. Tête dans le guidon. Je suis pas en train de me dire, je suis pas en train de me dissocier de moi-même et de me dire, ouais, franchement, c'est incroyable ce que je vis, etc. Okay. C'est plutôt là, je vis ce que je vis et qu'est-ce que j'ai à faire pour être bon, quoi, en fait, pour être bon, c'est-à-dire pour pouvoir être dans la perf, faire des choses qui sont performantes et faire que le joueur que j'accompagne performe, quoi, tout simplement. Donc c'est vraiment je suis connecté au présent de ce que j'ai à faire et voilà, quoi, tout simplement. Après c'est vraiment incontrôlable, c'est tu t'as pas de tu t'es pas là à regarder ce que tu es en train de faire, tu le fais. OK. Ouais. T'as toujours coaché Daniil en français? Alors en fait, l'histoire du français, c'est que quand j'étais à l'étranger, en fait ce que je ne supporte pas, c'est quand tu t'es avec le joueur, etc., et que tout le monde t'écoute et que tout le monde te regarde et parfois tu t'as pas cette intimité et moi ça me gonflait. Donc c'est pour ça que j'ai commencé comme je sais qu'il comprenait le français, il le parlait peut-être pas mais il le comprenait et s'il le comprenait pas, il me le disait. Ouais. Où je lui demandais, je vérifiais avec lui qu'il avait compris. Eh bien, je parlais en français, en fait, pour pas qu'on me comprenne. D'accord. Voilà, c'est ça le départ.
Ok. Maintenant, j'aimerais apprendre le russe pour qu'on comprenne même pas le français, parce que maintenant tout le monde comprend le français. Donc voilà. Tu prends des cours de russe, tu fais comment? Non, je prends pas de cours de russe, même si tous les jours je me dis que c'est une débilité, mais je ne prends pas de cours de russe. La personnalité un peu froide, enfin la nature un peu froide russe, est-ce qu'on la ressent chez Daniil? Est-ce qu'elle te va bien? Est-ce que comment tu gères ça? Ce qu'il faut savoir des Russes, c'est qu'ils sont pas froids du tout en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Ok. Au contraire, c'est des gens qui sont ultra chaleureux. D'accord. Moi, je vois avec toute la colonie de Russes qu'il y a sur le circuit, je suis effaré par leur côté chaleureux, leur côté émotif, émotionnel, affectif, qui s'ouvre quand une fois que tu as réussi à connecter avec eux, à créer le contact. Ouais. En fait, ils sont ultra chaleureux. Ok. Donc ça c'est vraiment une façade de protection, j'imagine, comme beaucoup de monde, hein. Tu te livres pas forcément comme ça tout de suite, et parfois les entraîneurs, ça peut arriver, comme ça a été le cas pour moi, hein. Quand je dis les entraîneurs, moi j'ai pu être comme ça aussi, où parfois tu te dis mais putain, il communique pas, il est comme ci, et en fait a posteriori, mais bon, déjà à l'époque je me disais ça, je me dis ouais, mais qu'est-ce que tu vas pas demander forcément et puis c'est des générations différentes de la mienne par exemple, de dire mais attends, c'est aussi normal, c'est pas parce que tu es l'entraîneur que le joueur tout de suite il doit se livrer ou te faire une totale confiance. C'est aussi à l'entraîneur de pouvoir la gagner, créer cette confiance, créer ce contact. Ouais. Et ça se fait petit à petit. Après Daniil, c'est quelqu'un de très chaleureux, mais qui est pas forcément facile à connecter. Et bon, je pense que j'ai réussi à trouver le fonctionnement, mais bon, ça n'a pas été tout le temps facile. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est une relation humaine, hein. Quand je te parlais de ça, je m'avançais un peu, mais je voyais l'équipe de Coupe Davis avec Tarpichev à l'époque, et les mecs étaient réputés pour quasiment même pas bouffer ensemble. Enfin, mais alors ça c'est vrai aussi, mais c'est vrai parce qu'ils là c'est vrai que ça peut paraître complètement dingue pour nous Français de dire attends, les mecs ils bouffent pas ensemble, ils font pas ça ensemble. Mais alors déjà, c'est pas totalement vrai. Là, par exemple, la ATP Cup avec l'équipe russe, on bouffait plein de fois ensemble. Mais disons qu'il y a cette liberté qui est pas genre si tu vas bouffer seul, si tu dis que maintenant moi je préfère aller bouffer à telle heure ou dans tel truc, que ça soit jugé en disant attends, le mec il est pas équipe, il est pas si. C'est que les mecs ils ont cette liberté de se dire chacun est libre, chacun a le droit d'avoir son envie en fait et sa personnalité. Et au contraire du coup quand les joueurs ou l'équipe se retrouvent, c'est choisi, tu vois. C'est vraiment quelque chose de choisi et de bien vécu. Et il n'y a pas de jugement. Moi, avec Daniil, ça peut arriver, mais bon, c'est normal aussi. On est 52 semaines quasiment ensemble tout le temps. Parfois, on passe 2 semaines, on bouffe pas du tout ensemble. Ça fait du bien. Mais en fait, parce que lui a son besoin, moi j'ai mon besoin. Il aime être seul, j'aime être seul. Et du coup, je suis pas là. Et je pense que ça, c'est important que le joueur il sente ça, parce que du coup, il sent que chez l'entraîneur, il y a pas de mauvais trucs qui s'installent parce que le joueur a pas voulu bouffer ensemble avec lui ou un truc comme ça. Et parce que ça peut arriver, hein, t'es entraîneur, tu bouffes pas avec le joueur que tu entraînes, tu peux parfois mal le vivre, et du coup ça crée des émotions qui sont pas forcément bonnes et qui vont ensuite s'installer, qui vont ensuite créer des tensions et qui vont foutre la merde ensuite dans le relationnel et donc dans la performance. Pour nous, ça se passe pas du tout comme ça. Et au contraire, après, ça arrive, on se dit bon, on bouffe ensemble ce soir, et c'est ouais, tiens, on bouffe ensemble, etc. Et du coup, c'est facile, quoi. Aujourd'hui, avec un tel CV que tu as développé avec Daniil en tant que coach, tu as sûrement une cote incroyable. C'est un peu comme gagner à l'euro-million pour la suite de ta carrière, ou comment ça se passe? Franchement, j'en sais rien, et je pense pas comme ça. Je suis plutôt quelqu'un qui va me remettre en question, et
ce que j'ai réussi jusque là, qui est forcément super d'avoir fait, et ça restera toujours. Mais c'est remis en question dès que tu t'entraînes quelqu'un. Moi, je vois au centre quand je suis avec un autre joueur entre les entraînements de Daniil, j'ai aucune certitude et j'ai l'impression de repartir de zéro avec tout le monde, tu vois. C'est donc ça serait une erreur, je pense, de me dire ouais, c'est bien, j'ai fait ça, c'est un laisser-passer pour la suite et pour tout le reste. Je pense pas du tout comme ça. Ouais. D'ailleurs, on le voit bien aussi avec. On a fait un épisode avec Sam Sumik qui a eu des résultats de ouf, et au final, c'est un éternel recommencement et remise en question dès l'instant où tu te réinvestis avec un autre joueur, quoi. Ou joueuse pour le coup. Ouais. Et Complètement. sportivement, est-ce que ta période la plus forte, ça a été la tournée américaine? Bon, en termes de souvenirs et d'émotions vécues? Pas forcément. Non, pas forcément. C'est bizarrement, comme on pourrait l'imaginer, que ça soit ça, mais c'est pas forcément ça. J'en ai là, disons qu'il y a les victoires qui s'enchaînent, donc ça forcément en soi c'est quelque chose de très fort. Ouais. Mais comme je l'ai déjà dit, tu gagnes et tout de suite tu fais une analyse rapide de certaines choses du match, mais tout de suite tu te retournes vers la suite. Donc tu restes pas sur ce qui s'est passé. La seule chose très forte que je peux dire de cette année, c'est que quand il a fait finale à l'US, une heure après, j'étais dans l'avion déjà pour partir 4 jours en vacances. J'ai pris 4 jours de vacances parce que derrière il y avait le centre à gérer. Ouais. Et ça, c'était plutôt c'était fort en émotion. C'est-à-dire que tu t'as passé un mois où tout s'enchaînait comme ça. Ouais. Où t'as pas un moment de répit et tu vis le moment le plus intense et le deuxième plus fort de ce qu'on peut vivre sur le circuit avec une finale de Grand Chelem. Ouais. Et tout ce qui se passe pendant le tournoi. Et 40 minutes ou une heure après, je suis déjà dans l'avion et là tu te dis, je me souviens en partant du stade, je dis à Francisca qui bosse avec Daniil, je lui dis putain, là tu te rends compte ce qui est en train de se passer là, c'est complètement dingo quoi. Là on vient de vivre une finale de Grand Chelem et là on est en train de voir le stade qui s'éloigne comme si de rien n'était quoi en fait. Ouais. Et donc ça c'est un moment fort et du coup après 4 jours de vacances t'as même pas le temps de redescendre, ça passe en un claquement de doigts quoi, tu vois, t'as pas le temps de te poser. Tout ce qui est fort, c'est tout le processus, tout ce que je raconte, les anecdotes, etc. Ça fait partie d'un tout en fait qui a son intensité et son lot de moments forts et qui représentent des souvenirs intenses quoi, tu vois, vraiment. Tu disais que tu avais vécu cette première finale en Grand Chelem très simplement, que vous en aviez fait en junior, en futur, en challenger, après sur le circuit principal. Mais tu sembles pas avoir eu d'émotion particulière vis-à-vis de l'ampleur de l'événement en termes de gestion. C'est ce que tu disais, je crois, sur Eurosport. Mais est-ce que tu peux quand même nous faire vivre cette finale, cette quinzaine, toi dans les pompes du coach, dans le box à quelques mètres du joueur? Comment t'as vécu cette remontée de 2-0? Par quelle phase t'es passé? Est-ce que tu peux nous faire vivre un peu l'événement? Ouais, en fait, l'événement en lui-même, il est dépassé par autre chose. C'est qu'il est dépassé par le fait que tu es concentré sur ton rôle d'entraîneur et ce que toi tu dois apporter dans ce que tu dégages dans l'énergie, dans ce qu'il faut réussir à apporter aux joueurs et à ne pas apporter aux joueurs. C'est-à-dire que encore une fois, si tu es à côté de tes pompes et que tu dégages une mauvaise énergie ou que tu as des mauvais mots, tu peux foutre en l'air un équilibre qui va être contre-performant. Ouais. Et donc t'es concentré là-dessus, tu vois, t'es un acteur du truc, un acteur particulier puisque c'est pas toi qui tiens la raquette, mais t'es quand même un acteur qui est dans le système, qui interagit avec le joueur.
Et si t'es pas bon, ça tu peux toi être un élément perturbateur et tout faire foirer. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, si t'es pas concentré sur les bons trucs et que t'es concentré sur l'événement, tu peux tout foutre en l'air. Donc c'est pour ça que tout ce qu'il y a, l'événement, la finale, machin, et surtout avec un mec comme Daniil qui est concentré sur gagner. Putain, si tu viens foutre ça, c'est la merde, hein, c'est la merde. Et en plus, comme je dis, Daniil, moi je suis concentré sur mon boulot, et Daniil c'est de la TNT à chaque fois qu'il est sur le terrain, et je dois être prêt à réagir du mieux possible par rapport à ce qui se passe, tu vois. Alors ça peut être présomptueux de dire ça, parce que quel est mon apport en quelque sorte quand je suis dans le box? Ça passe par tellement de là c'est de l'énergie, c'est des ondes, tu vois, c'est des ondes. C'est là on rentre dans le domaine de l'invisible. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'autre que quand tu es en relation avec quelqu'un, je veux dire, quand chacun est en relation avec quelqu'un, on est capable de percevoir l'énergie de la personne avec qui on est en lien, etc. Et c'est ça qui se joue. Après, tu vois, tous les matchs de cette US Open, ils sont, à part le premier qui se passe, je vais dire sans anicroche, tous les autres matchs, il se passe des trucs. Là, on a parlé de Bélien où c'est un match très intense nerveusement, qui est très 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 dur. Après, il y a le match de Lopez où ça part en vrille pendant le match. Ouais. Et où c'est un match très difficile tennistiquement parce que Lopez il a quand même un jeu particulier et que c'était très dur tennistiquement. Ensuite, il y a Kupfer qui sur ce tournoi-là, il joue top 10 et qui mène 1-7 break contre Daniil, et où Daniil joue bien en plus, et je me souviens pendant ce match-là, et c'est là où tu vas comprendre que ça demande vraiment d'être très concentré, parce que à un moment donné, quand tu es dans le box, c'est très difficile de faire passer un message oral, tu vois, t'es loin, il suffit que tu dises un truc un peu long, le joueur comprend pas, ça le met encore plus dans l'incertitude, dans le flou, ça l'énerve, etc. Là, à un moment donné, Daniil, il sait pas ce qui se passe et comment faire, et je lui glisse un truc dans le jeu à faire, qui fait instantanément, parce qu'avec Daniil, c'est ça qui est incroyable, c'est que quand tu touches juste, il le fait ça, et ça répond, il répond tout de suite. Okay. Et ça, que ça soit tennistiquement ou physiquement dans le travail qu'on fait, ou même mentalement, tu sais que ça, tu sais si c'est le bon truc ou pas le bon truc. Voilà. Et là, je lui dis un truc qui fait tout de suite, et là, il plante 3 points gagnants en 3 points, et ça déclenche quelque chose d'autre. Alors après, je dis pas que c'est facile, mais il y a eu un avant et un après. En fait. Tu peux nous dire, ou c'est trop perso? Là, à un moment donné, non, c'est pas perso. Il frappait bien, il frappait assez fort, mais simplement, il frappait fort de très loin. Et du coup, Kupfer, qui est un garçon assez petit, qui ancre bien ses appuis, la balle de Daniil, elle arrivait forte, mais de loin. Donc l'autre, il avait le temps de s'ancrer au sol et de générer encore plus d'énergie et de force de frappe. Ouais. Et Daniil était inefficace. Donc tu es simplement dit, tu fais la même chose, mais tu viens la prendre un peu plus tôt sur certaines balles, parce que tu peux pas non plus le faire sur toutes les balles. Ouais. Et là, il a commencé à faire ça, et ça a changé du tout au tout. Et je me souviens parce qu'il y avait le capitaine de Coupe Davis russe dans le box, là, pour les grands chelems, il est là tout le temps. C'est qui déjà? C'est Igor Kunitsin. Okay. Et là, il me dit, putain Gilles, putain bravo, c'est exactement ce qu'il fallait lui dire. Là, c'est au top et tout. Et franchement, ça a été un élément déclencheur de ce match-là. Donc ouais. Ça, c'est Kupfer. Ensuite, il joue Wawrinka en quart. Au bout de 2 jeux, il se blesse. Puis là, tu te dis bon là c'est il se blesse où? C'est mort. Il se fait mal au quadri. Okay. Et donc il gagne le match sur une jambe. Il gagne du début du match sur une jambe en faisant déjouer un peu Wawrinka qui lui aussi a une part de responsabilité d'avoir perdu, mais il s'en sort sur une jambe. Et puis après il bat Dimitrov qui est pas facile à jouer, qui vient de battre Federer, mais à la limite c'est pas plus mal, parce que du coup il est rôti, où il y a tout l'aspect émotionnel qui
qui est aussi battre un mec comme Federer En et quart. derrière continuer le tournoi, c'est pas facile à gérer. Ouais. Et je dis pas que c'est ça qui fait que ça Et pareil c'est la clé du match. sur une jambe aussi ou comment il s'est non, là, parce que là entre le quart et la demi, il y a eu je sais plus, je crois qu'il gagne le quart le mardi et il rejoue que le vendredi, tu vois. Donc là, il a eu 3 jours. Ouais. Donc vu que c'était pas non plus la blessure, c'était pas grand-chose. C'était une petite atteinte musculaire, mais pas si méchante que ça. Ouais. Ça l'a handicapé pendant le match, mais pas après, quoi. Voilà. Et tu penses qu'il gagne sur une jambe contre au tour d'avant contre Stan grâce à la confiance accumulée l'été, Ouais, là, c'est un tout. T'es dans une dynamique où presque rien t'arrive, rien peut t'arriver. Et puis après, comme c'est un super combattant et qui a envie de gagner, tout ce qu'il joue, il a envie de gagner, et que c'est un grand stratège, il fait des trucs qui font que ça gêne Stan et que en plus il a de la chance quand même aussi. Hein. Faut dire qu'il faut un paquet de chance que tu jouer 4-7 sur une jambe. C'est un peu déjà t'as la chance que ça soit pas grand chose, puisque si c'était vraiment énorme, il aurait vraiment rien pu faire. Ouais. Donc déjà, et puis après ça passe parce que t'as du cul aussi, quoi, tu vois. Et en finale, on le sent totalement physiquement, on le sait au bout du rouleau. Il est saoulé de coups sur les 2 premiers sets, il recolle à 2-7 partout. T'es dans quel état d'esprit, toi? En fait, ce match-là, comme je disais, je pense que le fait de l'avoir joué à Montréal, c'était c'était un bon truc pour le préparer à ce qu'il allait rencontrer. Il avait fait quoi à Montréal? Tu peux nous rappeler? Il avait pris une branlée, il avait pris 3-1 ou 3-0. Okay. C'était pas très très bon. Et après là en finale là, moi dès les 2 premiers sets, j'avais trouvé que c'était plutôt bien ce qu'il faisait. Et je me souviens parce que après 2-7-0, donc il est au bout du terrain et je me lève pour entre guillemets pour applaudir en disant vas-y, c'est ce que tu es en train de faire, c'est bien là. Bon bah écoute, t'es face à un mec qui joue bien, il faut continue déjà de garder l'énergie que tu as. Après il y a des petites choses à ajuster pendant le match, mais bon là je peux pas parler, là je suis à 15 000, je suis à 1 kilomètre du terrain. Donc je me lève et pour essayer de lui insuffler allez, c'est bien, et là il me regarde ouais c'est bien, si ça c'est bien. Oh, putain, là je me souviens parce que je me suis dit en moi-même, et là tu vois, c'est là dans les ondes, et c'est pas la première fois que je fais ça, et je sais que souvent ça se passe comme ça. Dans ma tête je me dis ah ouais c'est bien comme ça, ok, tu t'en as rien à foutre, et là je me mets dans une position où ok, t'en fous, tu penses que c'est perdu, ok, bah je m'en fous aussi, quoi. Et là je me mets vraiment sur la chaise, je tends mes jambes et je croise mes jambes, je suis sur un transat. Ouais. Et j'en ai plus rien à foutre. C'est un body language. Et voilà. Et je dégage. Bon, bah, écoute, tu as rien à foutre. Je vois pas pourquoi moi j'en ai rien à foutre quelque chose, quoi. T'y crois pas. Bon, bah, écoute, on attend. Ça va durer 20 minutes et basta. Et puis t'auras fait finale. Et puis c'est bien comme ça, quoi. Et demain, je suis à l'académie et terminé, bonsoir. Ouais. Et là, il y a tout qui change, quoi. C'est que là, il y a tout qui change. Non, je crois qu'il y a un break de retard dans le 3e, mais il joue, quoi. Tu vois, il joue. Je dis pas qu'il jouait pas avant, hein, mais ça continue de jouer, en fait. Et puis bah après, voilà, il se trouve que il y a un changement un peu de tactique aussi. Il se met à oser plus, à venir, saisir des opportunités, notamment monter au filet. Quand tu vois Rafa, il te fait des cloches au retour. Quand il prend un slice, tu te dis mais attends, mais comment c'est possible de pas avoir encore fait un service volé, tu vois, ou d'avoir suivi des coups au filet quand le mec est 10 mètres derrière à te mettre une remise. Alors que derrière, si tu fais ça, le joueur il trouve une solution. Ok, mais déjà il faut le mettre en position de devoir réfléchir et d'être confronté à répondre à autre chose, quoi. Et là, Daniil il se met à monter beaucoup plus au filet et ça paye, quoi. Et ça paye. Et il voit que bah oui, c'est quelque chose qu'il faut faire. Tu rouvres un peu ta posture sur la chaise au fur et à mesure des jeux et des sets qui passent. Moi, je me connecte à lui, c'est-à-dire que il y croit pas, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. Je vais pas non plus tout de suite me mettre. Même si je connais Daniil,
je vais avoir des réactions différentes. Voilà, là c'est celle que j'ai ressentie. Après, ça peut très bien à d'autres moments lui dire ce que j'ai à lui dire aussi s'il se comporte mal, des trucs comme ça. Mais bon, là c'était ça. Et après, oui, je rouvre ma posture parce que lui, il a réouverte aussi, tu vois. Là, ça aurait pas été. Je pense que si je reste comme si j'étais sur un transat pendant tout la fin du match, je pense que ça aurait été là ça aurait été lui qui m'aurait dit écoute Gilles, là tu fais quoi, tu fais n'importe quoi là. À 2-7 partout, c'est un volcan toi ou t'es toujours self-control, je m'emballe pas. T'es dans quel Non, je m'emballe pas parce que t'es tellement loin. Tu vois, regarde, j'ai entendu dire ouais, s'il avait fait ce break au début du 5e, j'ai envie de dire ça, c'est des foutaises. Bien sûr, tu fais le break, t'es content, tu prends l'avantage et c'est toujours mieux d'avoir le break. Même si, mais faire un break en début de set contre un mec comme Nadal, t'as rien gagné encore. Hein. Il te reste une ligne droite qui est très longue. La preuve à Londres quand le dernier set qu'il joue contre Nadal, il mène 5-1, il a double break, je crois, ou il a un break. Ouais, il a double break et il perd le match. Donc la preuve, tu vois. La preuve que c'est mal connaître le sport ou l'adversaire en face que de dire putain s'il avait fait le break il aurait gagné la finale. C'est impossible de dire ça. T'es deg toi à la fin du 5e ou? Bah écoute, ouais tu te dis que t'étais si près, si loin en même temps de soulever un trophée comme ça. C'est sûr que t'es défait et en même temps bah là tu qu'une envie, c'est de te dire allez, est-ce que ça va, il faut que ça se reproduise, quoi. T'as envie que ça se reproduise, de te retrouver là encore de nouveau, quoi. Derrière il y a eu comme un sas de décompression, non, ou non, même pas. La preuve, bon moi je suis parti 4 jours, lui il est parti à Saint-Pétersbourg, il a gagné le tournoi de Saint-Pétersbourg et puis la saison finalement elle continue, il gagne Shanghai, donc tu vois bien sûr on s'est un peu posé mais finalement très peu et puis bah, c'est le circuit qui est comme ça, de toute façon t'enchaînes. Voilà. Ouais. Tu dis que le confinement ça a été une aubaine en termes de temps pour travailler en profondeur. Concrètement, c'est quoi ta plus grande satisfaction en termes de travail sur la période qui vient de s'écouler? Écoute, la grande satisfaction, c'est que Daniil, c'est un mec qui a tout le temps envie de s'entraîner. Voilà, c'est son boulot. Comprend que c'est nécessaire de continuer de faire des choses, même si après on les ajuste, on les adapte pour aussi gérer ce long temps sans compétition. Donc ça c'est ma satisfaction. Après la satisfaction faut prendre en compte, je pense que ça permet aussi de régénérer les corps, hein. Au même titre que la planète, tu vois que pendant 2 mois il y a des choses qui se reproduisent, qui se sont plus produites depuis tellement longtemps parce que tout simplement l'être humain est plus là à lui tirer dessus, quoi. C'est un peu pareil pour le corps, quoi. Yes. Ouais. Après, on ne sait pas comment ça va se passer le retour. Faudra aussi regérer un redémarrage comme ça. C'est pas évident. Après, le bon côté des choses, c'est que tout le monde est à la même enseigne. Ouais. Depuis 2017, Daniil bosse avec un ou une prépa mentale a priori. Est-ce que ça a changé en profondeur le bonhomme qui reste quand même assez volcanique et parfois versatile? Est-ce qu'il continue de bosser avec là pendant la période confinement, post-confinement? Enfin, comment tu juges l'évolution? C'est quelque chose qu'il a, comment dire, c'est un travail continu. Pour moi, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est un travail de toute une carrière. Parce que, alors que ce soit Daniil, parce que il a ce côté volcanique, qui doit canaliser, qui doit gérer et travailler. Pour moi, en tant qu'athlète, déjà, je pense en tant qu'entraîneur, je pense en tant qu'être humain et en tant qu'athlète encore plus. Tu vis tellement de choses. Si tu travailles pas sur toi, pour moi, c'est t'enlever des ressources et comment dire et laisser des choses agir intérieurement qui peuvent être incontrôlables et mal perçues, mal gérées, etc. Et je pense que c'est de l'hygiène pour la performance, tu vois. Donc et à quelle fréquence il bosse avec ce prépa mental?
Écoute, c'est un travail régulier, voilà. Je peux pas en dire D'accord. plus parce qu'après c'est plus personnel, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu Yes. Tu disais que ça avait été une aventure incroyable, évidemment, pour arriver jusqu'au 5e rang mondial, qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle page qui s'ouvre presque pour la suite, quoi. Et selon toi, les axes de progression majeurs et là où tu veux vraiment mettre ton focus avec Daniil, c'est sur quoi? C'est où? C'est comment? Écoute, il y en a tellement, il y a tous les domaines du jeu offensif, des petits paramètres techniques, le service encore, le retour. Il y a vraiment plein de choses, quoi. Tu chômes pas, quoi. Tu vois. Après, quand tu arrives à ce niveau-là, c'est vraiment du micro, quoi. Tu vois, du micro, et en même temps, tu t'es face à des choses où tu te dis, est-ce que si tu changes ça, est-ce que ça va pas déséquilibrer autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment c'est subtil, quoi. Ouais. Est-ce que tu lis beaucoup pour te former ou c'est quoi ta manière à toi de continuer d'apprendre en permanence pour transmettre? Lire, je lis. Maintenant, comment je fais? Écoute, j'essaie de rester ouvert et de fermer la porte à rien, quoi, tu vois. Donc je laisse la porte ouverte à beaucoup de choses qui me paraissent intelligentes pour la performance, et puis après je fais le tri en me disant bon, ok, ça je pense que ça peut être utile, ça non, ça oui, mais peut-être pas maintenant, voilà. C'est-à-dire tu parles beaucoup avec des personnes extérieures, tu vas chercher un peu des experts dans différents domaines ou? Ouais, c'est à peu près, il y a ça. Après, c'est pas forcément des expériences dans d'autres domaines, mais c'est juste approfondir des choses. Parfois, t'as les choses devant tes yeux et c'est pas forcément trouver d'autres choses, mais c'est peut-être d'améliorer la chose que tu fais. Voilà. D'accord. C'est vraiment, il y a tout, quoi. Améliorer ce qu'on est en train de faire, ou bien effectivement aller voir d'autres choses. Il n'y a pas j'ai pas forcément une méthode en particulier. Ouais. Je laisse libre cours un petit peu à ce que je capte et à ce qui me paraît juste, quoi. Ok. Daniil a gagné 7 millions de prize money en 2019. Évidemment, tout ça c'est du brut et derrière il y a un investissement sur la structure et tout ce qu'on connaît en tant que charge pour le joueur de tennis professionnel. Mais il fait quand même partie de ces joueurs qui serrent évidemment moins les fesses que les autres niveau ressources financières. Est-ce que toi t'as pris des bonus de barge? Est-ce que forcément, enfin, même si tu fais partie d'une structure et d'un tout, financièrement, comment ça se répercute pour toi? Non, je préfère pas parler de ça parce que, écoute, forcément, ça c'est en conséquence. Voilà. Après, non, c'est moi, comment dire, je sais pas, c'est difficile de parler de ça sans rentrer dans les détails et j'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dessus. Difficile de parler de ça parce qu'on est en France essentiellement. Ouais. Non, tout simplement parce que c'est, comment dire, il y a un peu une question de discrétion, tu vois, aussi de ce sujet-là. Tu sais, enfin, je veux dire, je suis pas à plaindre et en même temps, t'es à l'abri de rien. Moi, j'estime que je suis à l'abri de rien. Voilà. Ouais. Et donc, c'est plus par rapport à ma façon de voir les choses. Moi, je gagne pas 7 millions par an, évidemment, même brut. Donc, et tu sais jamais de quoi la vie est faite. Donc, franchement, c'est une bonne partie, une bonne période de ma vie. Et comme je dis, j'ai envie que ça continue. Mais j'ai pas de certitude et j'aimerais faire en sorte de pouvoir vivre ça le plus longtemps possible, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que j'ai plus de chances que d'autres personnes qui ont pas ça, quoi. Voilà, tout simplement. Et ça, malheureusement, j'en suis désolé pour les autres, quoi. Voilà. Mais en même temps, j'ai bossé pour ça aussi. Voilà. Mais clairement. Et justement, aujourd'hui, on voit la précarité du métier d'entraîneur. À l'académie, là, aujourd'hui, tu partages ton temps entre Daniil et d'autres joueurs ou comment t'organises tes journées? Voilà, ouais. Jusqu'à présent, ça a été un petit peu ça. J'ai géré les deux en même temps, même si c'est très difficile là. Les derniers temps, ça a été assez difficile parce que si tu veux gérer de manière performante un joueur de ce calibre-là, enfin même
si tu gères un joueur tout simplement. En tout cas, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de voir les choses. Ça demande, en tout cas pour moi, un investissement total pour être le meilleur possible. Et gérer un centre comme on a créé, c'est aussi gérer la performance. Et si tu veux la gérer du mieux possible, ça demande aussi le même temps. Donc il faudrait 2 fois le même temps pour les deux. Et ça, je l'ai pas. Et à un moment donné, là, l'année dernière, ça a été assez difficile. En termes de chiffres, votre centre, c'est combien de joueurs? Comment ça marche? Comment ça s'organise? Écoute, on a commencé, on était 2 entraîneurs tennis, un préparateur physique. Maintenant, on est à 6 entraîneurs tennis et 3 préparateurs physiques. Ouais. On a une vingtaine de joueurs à peu près. Ce qui est bien, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, parce que on cherche à faire de la qualité et en même temps, on est un centre privé, donc il faut aussi quand même pouvoir rentrer de l'argent. Donc c'est un jonglage pas évident. Ça demande énormément de temps à tout le monde, à tous les entraîneurs, pour pouvoir lier la qualité de travail et qu'est-ce que je voulais dire, et le temps. Ouais. Donc c'est un gros rythme de travail. Donc voilà, les entraîneurs, ils se font des journées je veux dire, tu vas te dire ouais, mais c'est comme tout le monde qui travaille de 8h à 18h. Mais debout sur le terrain, c'est une autre histoire. Debout sur le terrain, et que quand tu es sur le terrain, tu peux penser à rien d'autre. Ouais. Quand tu es au bureau, sur 2 heures de travail, tu fais pas 2 heures de travail effectif, ou alors oui, de temps en temps, et c'est pas le cas. Nous, quand tu es sur le terrain, si tu veux être bon, de 8h à 10h et de 10h à midi, bah, tu as 4 heures effectives de concentration et de gestion des joueurs, et plus tout ce qu'il y a à faire ensuite quand tu sors du terrain, que ça soit de la réflexion sur les entraînements, les programmations, etc. Bah ça te prend la vie entière, quoi. Sur la gestion du téléphone, tu parlais là de temps de concentration, de la gestion du téléphone. Est-ce que tu as des règles toi à l'entraînement, en dehors de l'entraînement, pour garder de l'influx nerveux? Pour Daniel, ouais. Ou pour les joueurs. Ouais. Nous, on leur demande, et moi je demande, il n'y a pas de téléphone sur le terrain. Après, si le joueur il doit passer un message et qu'il nous demande, c'est pas non plus, ça dépend. En règle générale, il y a pas d'utilisation du téléphone sur le terrain. Ouais. Et franchement, les joueurs, il y a pas de souci par rapport à ça. Non, ça peut arriver une fois de temps en temps. Après, si ça continue, moi j'ai déjà vu Daniel de temps en temps, il le prenait et ça dure trop longtemps. Je suis bon, Daniel, c'est bon là. Fracasse-le ton téléphone, Dani. C'est comme moi, jette-le là. Donc d'ailleurs, on peut se comprendre sur les accès de colère à certains moments, et je pense que ça a été un élément aussi, de rencontre, ça, parce que moi j'ai été un peu, et je suis par moments colérique aussi comme ça, et donc j'ai une tolérance par rapport à ça. Et parce que j'ai bossé sur moi pour comprendre ça et pour toujours chercher à le canaliser, ce qui fait que je peux comprendre Daniel à certains moments. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de voilà, c'est difficile de dire à un mec casse pas ta raquette quand toi tu l'as fracassé des centaines de fois. Maintenant tu peux plus facilement en parler avec le joueur. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, tes collègues de travail, tes collègues de bureau, c'est Roger, Rafa, Joko et d'autres gars qui marquent la légende de ce sport. Est-ce que tu aurais des anecdotes vécues avec ces gars-là qui sont des monstres, et des anecdotes sympas en dehors du cours ou sur le cours, ou tu vois? Là, j'ai un truc qui me vient, c'est à Londres, au Master là de Rafa, quand il a battu Daniel. Je l'ai croisé dans l'ascenseur, je crois que c'était le soir ou le lendemain. Et il me dit, putain Gilles, je suis désolé pour hier, etc. Et j'ai trouvé ça dingue. Et je lui dis, mais désolé de quoi? Moi, j'ai envie de te dire, c'est incroyable ce que t'as fait. À 5-2, tu gagnes un point pour sauver le match, pour gagner le jeu, et tu t'encourages comme si t'étais à 5-5. Et je me souviens, parce que je l'ai dit avec Dani, en disant, attendez, putain, regardez, le mec, il est encore là, quoi. Surtout, il y a rien qui est fait, quoi. Et c'est une demi-heure après, on en avait la preuve. Et du coup, je lui dis, t'es dingue de me dire, merci de dire ça. Ça prouve ton humilité. Et la compréhension que j'ai que t'es à ce niveau-là, et que t'as tout gagné. Mais par contre, ouais, c'est pas à t'excuser, quoi.
C'est quoi ta vision d'entraîneur sur ces mecs-là, le top 3? Bon, il y avait Murray il y a pas encore si longtemps, mais toi, ta vision de pro? Qu'est-ce que je peux te dire? Bon, bah, déjà, Que, qu'ils ont fait, hormis du fait, voilà, qu'on sait qu'il marque l'histoire, et je sais pas, est-ce que t'as un regard un peu différent ou... Différents, ouais, c'est des gens, en tout cas, au quotidien, qui sont assez simples, qui bossent, voilà, qui sont dans l'ultra perfection, l'ultra précision de ce qu'ils font. Mais de toute façon, quand tu arrives à ce niveau-là, tout devient plus fin, plus précis, et ça se joue sur des détails. Voilà. Après, je veux dire, ce qu'ils ont réalisé dans leur carrière, c'est colossal. Là, Daniil, ce qu'il a fait, c'est peanuts à côté, tu vois. Ça demande une concrétisation, une confirmation, un ancrage dans le temps. Et là, après, là, tu marques ton score. Voilà. Après, là, ce que fait Daniil, c'est extraordinaire. Maintenant, tu peux que avoir envie de répéter ça, quoi. Ton rêve avec Daniil, c'est quoi? Mon rêve, de continuer ça. Voilà, justement, de continuer ça, et que ça soit pas juste un truc éphémère, quoi. Voilà. Tu veux pas te mouiller sur un truc un peu concret, un résultat, quelque chose? Non. Non, ça c'est trop incontrôlable. Okay. Trop incontrôlable pour pouvoir évoquer un truc genre gagner ci ou gagner ça, quoi. Tu vois, c'est. D'accord. En retrouvant une image ou deux, j'ai évidemment vu ta belle casquette Beauvais. Est-ce que c'est un contrat perso ou c'est un truc avec l'académie ou c'est toi qui... Non, là c'est plus dans le cadre des contrats de Daniil. Là. Ça touche que Daniil et moi, quoi. D'accord. Et l'académie est avec Lacoste ou pareil, c'est que Daniil et toi? Non, le centre est pas avec Lacoste, c'est que Daniil et moi. J'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews pour finir. Si tu devais nous citer l'échec qui t'a le plus appris dans ta carrière d'entraîneur. Dans ma carrière d'entraîneur, alors, il y en a eu beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai eu? Là, je me souviens d'un joueur, un Chinois qu'on avait, qui parlait pas beaucoup, qui communiquait pas beaucoup, et moi j'essayais de communiquer avec lui. Ouais. Et c'était une grave erreur, en fait. C'était une grave erreur d'entraîneur, parce que je pense que ce joueur-là, il aurait fallu faire en sorte de pas communiquer. Et moi, je cherchais trop l'échange, et ça a foutu le bordel. Et au contraire, on avait une mauvaise relation à cause de ça. Ouais. Et a posteriori, ça m'a appris justement avec Daniil de pas forcer la communication à certains moments. Voilà. Donc okay. Ça a été un bon truc formateur. Et à l'opposé, ta plus grande fierté, ton plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui? En termes, Daniil en quelque sorte, parce que il y a la relation, il y a le travail, et puis il y a la réussite. Voilà. Après j'ai entraîné plein d'autres joueurs au centre, et j'ai plein de bons vécus avec plein d'autres joueurs que malheureusement j'ai pas pu continuer d'accompagner parce que je suis à plein temps avec Daniil. Ouais. Mais il y a plein d'autres joueurs avec qui j'avais des bonnes relations et qui auraient pu produire je pense notamment avec un jeune russe qui aurait pu produire plein de résultats. Mais bon, voilà, malheureusement ça n'a pas continué. C'est dommage. Voilà. Vous développez une filiale un peu russe grâce à l'image de Daniil dans le centre. Ouais, oui, mais je dirais plus parce que en fait en Russie ils ont pas de structure. Donc forcément, contrairement à l'Espagne ou d'autres pays qui ont leur propre structure en dehors de la Fédé, en Russie il n'y a pas ça. Donc ça permet d'avoir des joueurs russes, quoi. Ok. Il y a une question que j'ai arrêté de poser au fur et à mesure, ou que je pose pas forcément à tout le monde, mais comme tu es au contact de quelqu'un pour qui ce mot peut avoir deux sens, c'est la définition de la richesse. Pour toi, quelle est
Quelle est ta définition profonde de la richesse? Bah, il y a plusieurs types de richesses, hein. Il y a la richesse humaine déjà, Ouais. qui est, je pense, importante. Et puis et la richesse financière, voilà. C'est deux types de richesses différentes. Et les deux sont difficiles à acquérir. Yes. Comment est-ce que tu gères ta vie de couple ou vie familiale en étant 52 semaines par an avec Daniel? Écoute, c'est pas facile. C'est pas facile parce que étant donné en déplacement tout le temps. Écoute, j'essaie de faire venir ma compagne sur le circuit le plus souvent possible. Ouais. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent de lire? Il y en a plein, mais il y en a un qui a justement touché des choses intérieures quand j'étais plus jeune et que je commençais à jouer. C'est L'Alchimiste de Coelho. Ouais. Qui parle beaucoup en images et pour moi ça a été quelque chose de très très parlant qui m'a ouvert, qui m'a connecté avec moi-même en fait. Tu vois, même si je l'étais déjà, ça l'a encore plus développé quoi. Est-ce que tu as un film référence aussi, un seul? Daniel va rigoler s'il entend ça. Hit, le film Hit. En parler, je me fous de sa gueule, je l'insulte quand il me dit qu'il l'a pas encore regardé, etc. Quoi. C'est avec Pacino et De Niro. Ah oui, d'accord, ok. Mais je l'ai pas vu. Le concert le plus ouf. Ouais, bah, je vais regarder. Le concert le plus ouf auquel t'as assisté? Non, je crois que j'ai pas assisté à de concert. Non, ça, j'ai jamais. Ok. Non, j'ai pas. Est-ce que tu pratiques la méditation? Pas assez. Pas assez. Okay. Daniel, il le fait avec la personne qui l'accompagne, mais moi je le fais pas. Et c'est con. Je pense que c'est une connerie, mais je suis con parfois. Donc. Quels seraient les mots que tu dirais au Gilles de 20 ans, les mots que le Gilles de 20 ans aurait besoin d'entendre? Ça serait quoi si tu devais lui adresser un message aujourd'hui? Bah, je lui dirais continue ce que tu es en train de faire. Ne doute pas de toi. Voilà. Simple et efficace. Ouais. Est-ce qu'il y a doute pas de toi, la preuve. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien? Ouais. Il y a une citation, mais je sais plus de qui elle est. C'est la vraie liberté, c'est de pouvoir toute chose sur soi. Pour terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes pour ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir? Je te fais pas trop d'appel du pied, hein. Putain. Je vais en citer deux. Ouais. Je vais en citer deux. Forcément Daniel. Ouais. Et sinon. Est-ce que tu me laisses quelques heures pour réfléchir? Ouais, bien sûr. Bon, je vais réfléchir. Mais attention, dans la question, il y a et que tu pourrais nous aider à avoir. Oui. Ouais, j'ai compris. Est-ce que JR, tu pourrais nous aider aussi? Ouais, bien sûr, ouais. Je pourrais JR, je pourrais lui demander, ouais. Top. Ouais. Top. Si t'as une autre idée, n'hésite pas. C'est le moyen de faire vivre le podcast. Okay. Un grand merci Gilles d'avoir pris le temps. Avec plaisir. À bientôt. Passe une bonne journée. À Toi bientôt. aussi. Ciao. Salut, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Un big merci à Gilles d'avoir pris le temps avec sincérité et générosité. Et si vous avez aimé cet échange, vous pouvez nous le dire avec un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Et surtout, vous lire chaque semaine nous booste à tout donner et à vous régaler. Vous avez été super nombreux la semaine dernière et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à Robert, Fred, Vincenzo, Fédaline, Roro et Matt pour vos derniers commentaires. La palme des 7 derniers jours revient à Matt qui nous dit « Je vous ai découvert pendant ce 2e confinement et je trouve votre travail super, des invités de qualité, des questions pertinentes. On ne voit pas le temps passer. Merci de nous faire partager cette passion du tennis. » Vous ne vous rendez pas compte, mais vos commentaires sont du fuel pour nous faire avancer, alors surtout n'hésitez pas et lâchez-vous. En novembre, on a eu 8 tipeurs via la plateforme Tipeee pour nous soutenir parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte. Si tu veux nous aider, entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Énorme merci donc à Quentin, Chris, à mon PC, Je, 7 et Matt,
Romain, Marc, Max et John pour vos soutiens les gars, ça nous va droit au cœur. Les filles, il est maintenant temps de vous réveiller. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires qui peuvent être le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Tu peux les trouver sur notre boutique en ligne. Tous les liens sont à votre disposition dans la description, juste en dessous de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci aux tout meilleurs qui sont encore là. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao les légendes.